Bangui au Congo, on va dire Mboli pour dire la chèvre, le bouc. En Nyamwezi, en Tanzanie, on va dire Mbuli pour dire la chèvre, le bouc. Et si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que c'est le même mot hein, pour l'antilope, Mbula, Mbolo, Mvul, Bolo, Bolé, Boulou, etc. C'est toujours le même mot qui est mobilisé donc, pour rendre compte de cet objet rituelique consacré donc, au corps d'Osiris. Hein, cette outre de peau dans laquelle ont été rassemblés les morceaux du corps d'Osiris. Et la nébride, en fait, qui est donc une outre de peau constituée de la peau d'une chèvre, comme on le voit ici représenté avec le hiéroglyphe qui en rend compte, sollicite aussi ce vocabulaire. D'accord. Donc c'est intéressant d'aborder, je le répète encore une fois, car je sais que dans notre communauté, beaucoup font des difficultés dans cette démarche, ne comprennent pas l'intérêt de cette démarche et ils voient ici une occasion voilà, d'argumenter, et généralement de faire les intéressants. Mais il faut comprendre que ce que je dis ici a un avantage fondamental. La mobilisation des langues africaines permet d'éclairer de manière tout à fait substantielle ou consubstantielle, même si on veut, la pensée symbolique du sujet égyptien. C'est important de comprendre en quoi consiste la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes. L'intérêt réside dans ces rapports qui sont faits et que ne peut faire hein, qu'un chercheur soucieux d'associer hein, les langues africaines avec le système hiéroglyphique. Et c'est la seule façon, en fait, finalement, d'éclairer la pensée symbolique du sujet égyptien. Bon. Quelle conclusion peut-on tirer donc de ce développement technique? C'est pourquoi j'ai insisté autant pour amener ce vocabulaire. C'est parce que maintenant, vous allez comprendre ce que c'est que cette nébride et pourquoi les ancêtres utilisent le terme de la putréfaction qui se dit bol, bolé, mbolo dans les langues africaines. Pourquoi ce thème finalement rend compte de cet objet rituelique qui est consacré à Osiris. D'accord? Eh bien, vous vous rendez compte qu'en réalité, les mots de l'antilope, bolo, ambassa, se rapportent aussi au thème de la putréfaction, bol, ambassa, et ambassa, on dit libol pour dire l'oracle, c'est-à-dire le temple, le lieu où on pratique la divination, car tout temple est un oracle. D'accord? Donc, quand vous retrouvez ici, quand vous trouvez représenter la nébride de cette façon, il ne faut pas simplement se limiter à ce que vous observez. Il faut connaître la langue du sujet égyptien. C'est en connaissant la langue que vous comprenez exactement de quoi il parle. Cette chapelle dans laquelle est représenté le corps d'Osiris se rapporte déjà, ce n'est qu'une entrée, vous allez voir que ça continue, au bassa, libol, hein, le li c'est ce qu'on appelle un préfixe. Le mot c'est bol en bassa pour dire l'oracle, le lieu où on pratique la divination, c'est-à-dire le temple en fait. D'accord? Libol, c'est ça. Donc c'est le même mot. Ça c'est la première chose. Ensuite en lingala, on va dire epoli pour dire pourrir, d'où le thème de la putréfaction, car le B se réalise en P. On peut dire bol ou epoli, c'est le même mot. Le lingala va donc dire epoli, pourrir. Le lingala va dire epelo ou efelo pour dire le mur, la cloison. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ces aspects, car vous allez voir qu'il y a un lien étroit avec la notion de temple. Et le copte utilise ce mot pour définir le temple. Parce qu'en copte, pour dire le temple, on dit LP, hein, qui est une mutation contextuelle du lingala epelo ou efelo, pour dire le mur, la cloison. Hein, donc c'est le thème du temple, en copte même. Le copte qui, comme vous le savez, est réputé être le stade final de l'égyptien pharaonique. Hein, donc c'est intéressant de voir ce rapport. Donc le copte, si vous saisissez ma pensée, LP, pour dire temple, en fait correspond au bassa, libol, pour dire l'oracle. C'est exactement le même mot, c'est qu'une question de mutation phonétique. Parce que quand vous observez cette construction, elle est régulière. Hein. Le bassa va donc dire libol, oracle, le lingala est poli, pour dire pourrir, le lieu de putréfaction. Le lingala va donc dire epelo, pour dire le mur, la cloison. Et le copte va dire LP, pour dire le temple. Hein. C'est un même mot qui mute. C'est le même thème qui mute. Donc nous parlons exactement de la même chose. Donc quand on parle de la nébride ici, nous parlons du temple, bien entendu. Et vous trouvez donc une chapelle dans laquelle figure finalement cet objet rituelique. Bon, je vais parler maintenant d'un Français qui s'appelle Maurice Delafosse. C'était un africaniste, un ethnologue, un linguiste, et il était également administrateur colonial. Il a été consul de France au Libéria. Il a été également administrateur en Côte d'Ivoire et je pense au Sénégal. Je crois au Sénégal également. Il a beaucoup travaillé donc, avec la culture, la tradition africaine et essayé de comprendre un ensemble de choses. Et
Je parle de lui parce que c'est une ressource qui permet d'éclairer certains aspects. D'accord? C'est facile, c'est une ressource, vous pouvez la retrouver assez aisément dans la littérature. Il a eu l'avantage de produire un dictionnaire dans lequel il parle du boli, hein, qui est le sujet du jour que j'ai souhaité avoir, comment dire, aborder avec vous. D'accord? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la nébride correspondait au bassa libol, ça c'est pour le domaine d'Ibantou, mais dans le mandé, c'est le boli, c'est le même mot, d'accord? C'est le nom de la chèvre, c'est le nom du bubal. On l'a vu tout à l'heure, je ne reviendrai pas nécessairement, mais vous devez comprendre que c'est ce mot-là qui est recherché par le scribe lorsqu'il produit ce thème dans le papyrus Jumiac. C'est le boli. Qu'est-ce que c'est que le boli? C'est un terme qui existe dans les langues mandées, en malinké bambara. Le bassa va donc dire libol pour dire oracle, mais le malinké, le bambara, va dire boli pour nommer un objet spécifique. Dans son dictionnaire, Delafosse donne la définition suivante du mot boli. Delafosse nous dit ce que c'est que le boli. Qu'est-ce que c'est? Représentation matérielle ou demeure d'un esprit divinisé. Représentation matérielle ou demeure d'un esprit divinisé. Objet consacré à une divinité. Symbole ou statue d'une divinité. Idole. Objet sacré sur lequel on accomplit les sacrifices et les rites d'un culte ou du culte d'un esprit, et par extension, divinité elle-même. Donc je reprends. Qu'est-ce que c'est que le boli? Représentation matérielle ou demeure d'un esprit divinisé, c'est-à-dire Osiris. Objet consacré à une divinité, c'est-à-dire Osiris. Symbole ou statue d'une divinité, c'est-à-dire Osiris. Idole, c'est-à-dire Osiris. Objet sacré sur lequel on accomplit les sacrifices et les rites du culte d'un esprit, encore Osiris, et par extension, divinité elle-même, c'est-à-dire toujours Osiris, pour ce qui concerne l'Égypte antique. Donc voilà ce que c'est que cet objet rituelique représenté sur le papyrus Jumiac. Le nom qui est inscrit en hiéroglyphe se lit Boli, avec les mutations que je viens d'introduire. Donc pour ce qui concerne la langue bassa, on va dire l'Ibol, pour dire l'oracle, le temple, naturellement. Mais pour ce qui concerne le mandé, on va dire Boli, pour dire représentation matérielle ou demeure d'un esprit divinisé, objet consacré à une divinité, symbole ou statut d'une divinité, idole, objet sacré sur lequel on accomplit les sacrifices et les rites du culte d'un esprit, divinité elle-même. Okay? Et cela montre quoi? Cela montre naturellement que nous parlons la même langue et en réalité, et que la pensée symbolique africaine est la même, puisqu'on retrouve les mêmes éléments attachés au même thème. Et seuls les hiéroglyphes ont vocation à rendre compte de ce thème. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que le système hiéroglyphique a vocation à rendre compte du parler de tous les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Il ne s'agit pas d'aborder cette question avec une seule langue. Vous ne parviendrez jamais à percer, à rentrer dans la pensée symbolique du sujet égyptien avec une seule langue. Ce n'est même pas possible, car les langues africaines ont perdu certains éléments fondamentaux qui permettent d'expliquer l'univers égyptien. Donc pour comprendre la pensée symbolique, vous êtes obligé d'aborder la question en mobilisant en fait plusieurs langues africaines, et cela peut se concevoir puisqu'il s'agit de la parole divine. Il ne faut pas oublier que les hiéroglyphes, cette écriture sacrée, les lettres éthiopiennes, comme dit Diodore de Sicile, sont des lettres sacrées, sont des paroles divines. Et ce n'est pas une démarche idéologique. Si ces paroles divines, c'est parce que ce corpus rassemble l'ensemble du vocabulaire qui existait pour les peuples qui l'ont produit. D'accord? Il faut savoir qu'il est fort ancien. Cette écriture a été conceptualisée à une époque où il n'y avait pas autant de différences dans les apparences. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que c'est le socle fondamental et que les hiéroglyphes éclairent également des langues indo-européennes, comme l'allemand, le français, le latin, etc. Il faut le savoir. Je n'en parle pas ici parce que ce n'est pas le sujet, mais il faut comprendre que dans le traitement des hiéroglyphes, vous allez arriver à ces conclusions, bien aisément d'ailleurs. Et cela se comprend tout à fait, puisque l'humanité est née en Afrique, et cette humanité qui est sortie d'Afrique, eh bien, n'était pas muette. Elle parlait déjà une langue, donc qui a évolué avec le temps. C'est la raison pour laquelle on trouve encore des similitudes frappantes aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut comprendre cela. Donc, cette nébride, c'est le boli du mandé. Le boli du mandé qui est ici défini dans le dictionnaire de Delafosse. Okay? Et je présente ici ce que c'est qu'un boli. Vous avez ici un personnage important dans la culture mandé qu'on appelle un Koredouga. Okay? C'est un personnage, un initié dans le Koré, qui est un ordre initiatique
majeur chez les Malinké et les Bambara. Il tient ici ce qu'on appelle un boli sur la tête. C'est ça le boli. Hein, pour illustration, pour que vous compreniez, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et c'est cet objet rituelique qui est censé contenir les morceaux du corps d'Osiris. Et quand je vais vous décrire finalement ce que c'est, quant au fond, ben vous allez comprendre pourquoi le boli, c'est Osiris lui-même. Bon, donc je reprends ici pour une forme de récapitulatif. Le Bassa va donc dire bol, pour dire pourrir. Le Bambara, boli, pour dire divinité. Le Bassa va donc dire libol, pour dire oracle. Je me limite à ces langues car cela suffit pour comprendre. Si vous parlez une langue africaine, vous allez comprendre dans votre langue à quoi cela se rapporte, naturellement, puisqu'il y a toujours des correspondances qui peuvent être faites et que cela est fait à dessein. Et cette graphie donc, qui est représentée près de la nébride, cette outre de peau qui contient les morceaux du corps d'Osiris, se lit boli ou bol, d'accord, indifféremment, dépendamment de la langue que vous parlez. Voilà le thème auquel se rapporte cette graphie, et cela en fonction du nom que portent des objets décrits, notamment le fond du bubal, qui va être retenu donc par la tradition généralement pour illustrer la nébride, comme je l'ai montré notamment avec Dionysos et avec Bacchus. C'est intéressant de comprendre que c'est le fond du bubal qui porte l'information essentielle et que les autres signes qui paraissent dans cette graphie, ils sont pour des motifs phonétiques essentiellement. N'imaginerai pas dans ces aspects parce que ce n'est pas nécessaire pour comprendre. Bon, comment Isis, c'est-à-dire la femme, intervient-elle dans ce corpus? Parce qu'il faut savoir que c'est Isis qui rassemble les morceaux, mais c'est Anubis qui construit, donc finalement, qui construit cette nébride. Anubis qui est une divinité majeure du panthéon égyptien qui est consacrée donc au domaine funéraire. Mais Isis a un rôle. Elle a un rôle pourquoi? À cause du placenta. Bon, je dis, la croyance aux bolis et en leur pouvoir constitue l'un des fondements des religions soudanaises en général et des religions mandingues en particulier. En effet, pour les Malinké, les Bambara et les peuples qui leur sont culturellement et historiquement apparentés, un boli est un objet chargé, capable d'accomplir les actes les plus variés, les plus extraordinaires. Il peut, par exemple, selon sa nature, donner la mort, même à distance, posséder un individu, permettre de lire l'avenir, c'est-à-dire un oracle, faire pleuvoir, soigner les maux les plus divers, etc. Il s'agit là de croyances solidement ancrées dans l'esprit de l'homme du commun et peut-être même dans celui des prêtres, les somas. De plus, pour ces derniers, tout boli est l'image symbolique du placenta, de l'être ou de l'objet dont il est par ailleurs le témoin. D'accord? Tout boli est l'image symbolique du placenta, de l'être ou de l'objet dont il est par ailleurs le témoin. Je n'insisterai pas sur ces aspects car le principe de gémilité était si fondamental, mais ça nous mènerait loin. Confectionné à l'aide des matériaux les plus divers, placenta humain ou animal selon le cas, argile, feuilles, écorce, racines ou bois de végétaux particuliers, le tout enveloppé de bandes d'étoffe ou d'une gaine de peau, le boli comporte toujours un grain appelé kissé dans le mandé, c'est-à-dire un noyau d'énergie en puissance. D'accord? Il faut savoir que les éléments constitutifs du boli, l'argile, feuilles, écorce, racines, bref, les éléments du vivant, sont ce qu'on appelle les morceaux du corps d'Osiris. C'est de cela qu'il s'agit. Osiris incarne la totalité. Donc pour fabriquer le boli, la personne qui fabrique le boli va rassembler des éléments qui vont mimer l'univers à une échelle humaine. Va rassembler les éléments pour reconstituer l'univers dans cette outre de peau, cette gaine de peau qui est donc le boli. Et il faut savoir que ce boli, c'est ce qu'on appelle la nébride, c'est-à-dire l'outre de peau dans laquelle ont été rassemblés, je le rappelle, les morceaux du corps d'Osiris. Et ce boli comporte toujours un grain que le mandé appelle kissé, un noyau d'énergie en puissance. Bon, le bambara va donc dire kissé pour dire le grain, c'est-à-dire l'élément fondamental qui se trouve dans le boli, mais en copte, le mot kessé désigne la momie. Donc voilà le lien avec Osiris. D'accord? Parce que vous savez qu'Osiris est associé au grain, puisqu'il est naturellement associé au blé, à l'agriculture. Donc le bambara va donc dire kissé pour nommer le grain, et en copte, on va dire kessé pour dire la momie. Le bambara va donc dire kissi pour dire sauver. On va dire kissiba pour dire le sauveur. D'accord? Il y a donc le principe de rédemption qui rentre en ligne de compte. C'est des choses que vous rencontrez aujourd'hui dans le christianisme, par exemple. Et en copte, ils vont donc dire kes pour dire le Christ. D'accord? Et c'est ce grain
qui est dans le boli, qui va donner l'image du Christ. Il faut le savoir, à travers naturellement la figure de la momie qui est Osiris. Et c'est cet élément fondamental, c'est la raison pour laquelle c'est le saint des saints de la tradition égyptienne. Il faut savoir d'où ça vient. Quand on parle aujourd'hui du christianisme, on parle aujourd'hui du Christ, beaucoup s'imaginent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité quant au fond. Et l'Afrique, je le rappelle, sait fabriquer les bolis. Donc c'est une tradition que nous devons remettre au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui, naturellement, elle a perdu en vigueur puisque les Africains sont occupés avec des religions qui ont été récemment introduite en Afrique par le moyen des différents de l'histoire, par le moyen de l'histoire récente, qui est plutôt violente, on va le dire comme ça, pour dire simplement les choses. Donc il faut avoir en perspective euh, euh, de se réapproprier ce patrimoine qui est fondamental, car c'est la source même de ce qu'on appelle aujourd'hui la religion. Vous ne pouvez pas comprendre la spiritualité sans comprendre le boli. Vous ne pouvez pas être dans une démarche spirituelle sans comprendre ce que c'est que le boli, car c'est la clé qui nourrit en fait toutes les religions qui apparaissent aujourd'hui par différents aspects, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. C'est important de comprendre que la clé, c'est Osiris et que l'Afrique a les éléments en fait fondamentaux qui permettent de construire ce corpus. C'est important de le comprendre. Et le moyen de le comprendre, c'est naturellement d'aborder cette question, donc les hiéroglyphes égyptiens, par le moyen des langues africaines. Donc notamment la méthode Kuma, qui est une proposition que je fais pour aboutir à des résultats probants. Car jamais vous n'arriverez à ces conclusions avec une approche phonétique. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas faire ces liens, vous ne pouvez pas comprendre Osiris, vous ne pouvez pas comprendre l'Égypte antique avec le seul phonétisme. L'approche analytique est complémentaire, elle permet d'aller plus loin et elle permet de montrer pourquoi cette civilisation est africaine dans ses fondations. Car si vous comprenez que Thoth et Isis se tiennent devant le Boli, c'est-à-dire la chapelle dans laquelle est représenté Osiris, sous la forme donc de l'âne hybride, vous comprenez bien aisément que c'est une tradition africaine dans ses fondations, parce que c'est des choses qu'on trouve encore aujourd'hui dans le Mandé, qui a une relation privilégiée, comme je l'ai montré, avec le copte notamment. Le copte qui est non seulement la langue qui est réputée être le stade final de l'égyptien ancien, mais les coptes sont également les chrétiens d'Égypte aujourd'hui. Donc c'est un peuple aussi, hein, d'accord? C'est pas seulement une langue, c'est également un peuple. Donc il faut voir qu'il y a des liens qui sont fondamentaux. C'est intéressant de l'avoir en perspective. Bon, Isis sous l'année. Hein, je vais aborder certains aspects maintenant pour doter cette communication d'un élément féminin